Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, je vous présentais plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour déshériter en partie ses enfants. Et parmi ces outils, je vous parlais notamment du contrat d'assurance vie, tout en vous précisant qu'il y avait certaines limites. Aujourd'hui, on va creuser le sujet de ces limites un peu plus loin. Pour ceux qui n'ont pas été assidus et qui n'ont pas regardé notre précédente vidéo, on va quand même être sympa, et on va faire un rappel sur pourquoi l'assurance vie est utile pour déshériter un enfant, quand bien même ils ont le droit à une part minimale de la succession qui ne peut pas leur être retirée. Et la réponse à cette question, elle est simple. Les contrats d'assurance vie ne font pas partie de la succession. On l'oublie parfois, mais les contrats d'assurance vie, ce ne sont pas des actifs financiers. Pourtant, leur nom est assez parlant, ce sont des contrats d'assurance. Et dans un contrat d'assurance, on verse une prime ou plusieurs primes à un assureur, et en échange du versement de ces primes, il s'engage à verser un capital à un bénéficiaire en cas de survenance d'un événement. Les primes, elles appartiennent à l'assureur jusqu'au moment du versement du capital au bénéficiaire. Le principe, il est exactement le même en assurance vie. On verse un capital à un assureur et cet assureur s'engage à verser un capital en cas de survenance d'un des deux événements que sont le rachat, c'est-à-dire la récupération par le souscripteur d'une partie des primes qu'il a versées, plus des intérêts ou moins des moins-values, ou le deuxième événement qui est tout simplement le décès de l'assuré. L'assureur verse donc un capital au bénéficiaire, le souscripteur assuré en cas de rachat, le bénéficiaire désigné par la clause bénéficiaire en cas de décès. Et ce capital représente les primes versées, augmentées d'éventuelles plus-values ou diminuées d'éventuelles moins-values. Le capital ne fait donc plus partie du capital du souscripteur, au même titre que quand on verse des primes à un assureur pour une assurance habitation, ces primes ne font plus partie de notre patrimoine. Et donc en toute logique, si ces primes ne nous appartiennent plus, elles ne font pas partie de notre patrimoine, elles ne font donc pas partie de notre succession, et elles ne subissent pas la règle des réserves héréditaires. Le souscripteur peut donc choisir librement qui sera le bénéficiaire du capital en cas de décès. Mais bien sûr, on est en France, et la réserve héréditaire des enfants, c'est sacré. Il existe donc des limites à cette stratégie. Il en existe en l'occurrence deux principales dont on va parler aujourd'hui. La première limite, c'est la notion de prime manifestement exagérée. L'article L132-13 du Code des assurances prévoit une exception au caractère hors succession des contrats d'assurance vie si les primes sont manifestement exagérées. Le but, c'est d'éviter qu'une personne verse tout son patrimoine sur un contrat d'assurance vie dans le but de contourner la règle des réserves héréditaires. Pour qualifier le caractère manifestement exagéré d'un versement, les juges se basent sur plusieurs critères. On a donc l'âge du souscripteur au moment du versement des primes, la situation patrimoniale du souscripteur au jour du versement des primes, c'est-à-dire son patrimoine, ses revenus, etc. Et l'utilité du contrat pour le souscripteur, c'est-à-dire est-ce qu'il a l'intérêt patrimonial à réaliser ce versement. Lorsque les primes sont manifestement exagérées, le capital il est quand même versé au bénéficiaire avec les avantages fiscaux de l'assurance vie, mais ce capital il intègre l'assiette sur laquelle on calcule les réserves, et donc notre bénéficiaire du contrat il peut être tenu d'indemniser les héritiers réservataires qui n'auraient pas reçu leur part. Une autre limite au caractère hors succession du contrat d'assurance vie, c'est la requalification du contrat en donation indirecte. L'idée est ici de considérer que le contrat d'assurance vie est une donation pour qu'il soit réintégré à la succession. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, l'assiette de calcul des réserves, c'est toutes les donations qu'on a faites de son vivant, plus le patrimoine qu'on avait au moment du décès. Pour qualifier l'existence d'une donation en droit, il faut que trois conditions soient réunies. La première, c'est l'intention libérale, l'intention de transmettre un bien. La seconde, c'est l'acceptation du bénéficiaire. Et la troisième, c'est le dépouillement actuel et définitif du donateur. En principe, puisque le souscripteur il a la possibilité de faire un rachat et donc de récupérer le capital sur l'assurance vie est exclue de la qualification d'une donation indirecte, puisque quand on fait un versement, on ne se dépouille pas définitivement, et donc la troisième condition n'est pas remplie. Mais dans certaines situations, on peut considérer que la capacité de rachat elle est illusoire, et que le versement il a été fait uniquement dans l'intention de transmettre un capital au bénéficiaire. Ce serait par exemple le cas d'un souscripteur qui réaliserait un important versement en se sachant condamné à court terme par une maladie incurable. Si le contrat d'assurance vie il est requalifié en donation indirecte, les capitaux sont quand même transmis au bénéficiaire, mais sans les avantages fiscaux de l'assurance vie, et ce bénéficiaire il peut être tenu d'indemniser les héritiers réservataires qui n'auraient pas reçu leurs réserves en totalité. Les contrats d'assurance vie sont donc de formidables outils pour transmettre son patrimoine. Ils peuvent aussi servir à réduire la réserve héréditaire des enfants, mais cette stratégie elle est à manier avec beaucoup de précautions. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.